Plantons un peu le décor pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Imaginez la situation. On fuit des violences extrêmes en Colombie, on traverse littéralement la moitié d'un continent avec l'espoir de trouver asile aux États-Unis, et on se réveille d'un coup dans un complexe hôtelier un peu défraîchi. Et ça, en plein cœur de la République démocratique du Congo. Ouais, c'est un dépaysement total et c'est surtout le début d'un cauchemar logistique pour ces gens. Absolument. Et avec exactement une semaine pour décider du reste de sa vie. C'est pas une fiction, hein, c'est la réalité très concrète d'un groupe de 15 migrants sud-américains. Donc on parle de Colombiens, de Péruviens et d'Équatoriens. Et ils viennent tout juste d'être expulsés par les États-Unis. Et le point clé ici, c'est qu'ils ne sont pas renvoyés vers leur pays d'origine. Exactement. Ni même vers le Mexique, qui serait le schéma habituel, on va dire. Non, on les a envoyés à Kinshasa. C'est fou quand on y pense. Et cette situation, en fait, c'est l'application directe d'un tout nouvel accord bilatéral entre Washington et Kinshasa. C'est ce qu'on observe avec ce premier groupe, c'est vraiment une redéfinition radicale de la gestion migratoire mondiale. Ouais, on change complètement de paradigme. Tout à fait. On sort du schéma classique de la déportation transfrontalière, tu sais, de l'autre côté de la frontière, pour entrer dans une logique de délocalisation intercontinentale. Les États-Unis utilisent ici un mécanisme juridique qu'on appelle le pays tiers sûr, mais poussé à son paroxysme géographique. C'est ça qui est dingue pour ceux qui suivent ces questions. L'idée même de frontières physiques, elle semble juste s'évaporer. On parle plus du tout de traverser le Rio Grande ou de patienter dans un centre de rétention au Texas. Non, là on parle d'un déplacement qui défie toute logique géographique intuitive, quoi. Donc, la mission de notre décryptage aujourd'hui, à travers ces sources et ces témoignages de terrain, c'est de décortiquer la mécanique de cette nouvelle politique. On va essayer de comprendre comment un tel accord fonctionne concrètement sur le terrain. Et surtout comment les rouages administratifs américains arrivent à justifier une logistique pareille. Exactement. Et ce qui se passe quand ces décisions, prises dans des bureaux, entrent en collision frontale avec la réalité vécue par ces 15 personnes. Pour bien saisir cette mécanique, il faut d'abord regarder les motivations des deux côtés. Du point de vue de l'administration américaine, ils sont confrontés à des infrastructures frontalières qui sont complètement saturées. Ouais, les centres explosent. Voilà. Donc l'objectif, il est très clair, c'est la dissuasion. En déplaçant les demandeurs d'asile vers un continent totalement différent, le message qu'ils envoient aux futurs migrants, c'est « Attention, votre destination finale est imprévisible ». Ça fait beaucoup penser à d'autres politiques récentes, non? Absolument. C'est une stratégie qui fait écho à ce que le Royaume-Uni a tenté de mettre en place avec le Rwanda, par exemple, ou encore l'Australie avec l'île de Nauru. Sauf que là, c'est la RDC. Et du côté congolais, quel est l'intérêt d'accepter un truc pareil? Eh bien, pour la RDC, accepter un tel accord, ça implique généralement des contreparties diplomatiques ou financières qui sont très importantes. C'est un levier d'influence dans leurs relations bilatérales avec Washington. Même si j'imagine les détails précis de ces compensations restent assez opaques. Exactement, ça reste souvent dans l'ombre des traités. On n'a pas accès à toutes les petites lignes des contrats. Ce qui est saisissant dans les sources, c'est la brutalité procédurale de cette dissuasion. La logistique elle-même est une arme. Ces migrants, ils étaient dans des centres de détention en Louisiane. Et là, boum, l'annonce de leur expulsion tombe. Et ils ont très peu de temps pour réagir. C'est ça, moins de 24 heures de préavis avant l'embarquement, 24 heures. C'est pas un délai administratif normal, ça ressemble carrément à une manœuvre délibérée pour court-circuiter le système, non? Ah, mais c'est pas du tout un hasard logistique. C'est une vraie tactique. Cette fenêtre de 24 heures, c'est couramment observé chez les agences d'exécution des douanes et du migration, genre l'ICE et les États-Unis. L'agence ICE, donc. Ouais, l'ICE. En réduisant le délai entre la notification et le vol, l'agence, elle minimise le temps dont disposent les avocats pour déposer des recours d'urgence ou des requêtes en habeas corpus. C'est une course contre la montre, en fait. C'est exactement ça. La vitesse d'exécution de l'administration prime sur le temps des délibérations de la justice. C'est glaçant. Et une fois que la machine est lancée, le périple en lui-même, il donne le vertige. Il y a un départ hyper précipité de la Louisiane, ensuite un vol affrété qui traverse l'Atlantique. Avec des escales, Ouais, à Dakar d'abord, au Sénégal. puis à Accra au Ghana, et finalement l'atterrissage en pleine nuit à l'aéroport d'Njili, à Kinshasa. On passe littéralement des cellules climatisées du sud des États-Unis à la chaleur moite et étouffante de l'Afrique centrale. Le choc thermique et sensoriel, ça doit être massif. C'est un déracinement instantané. Pour comprendre, c'est comme si on te mettait dans un manège, genre des montagnes russes, mais avec les yeux bandés. C'est une super analogie, ouais. Tu sais pas où tu vas, t'es secoué dans tous les sens pendant des heures, et quand on t'enlève le bandeau, le décor n'a plus aucun sens. Ils sont pris en charge à leur arrivée par l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM. Qui gère toute la logistique sur le terrain. Voilà. Et l'OIM, son mandat, c'est de s'assurer que les conditions de réception respectent les standards humanitaires de base.
C'est pour ça qu'ils les placent dans une structure hôtelière plutôt que dans un camp de rétention fermé. Et cette structure, c'est fameux, ça s'appelle le Vénus Village. C'est situé vraiment à la périphérie de Kinshasa, assez loin de l'hypercentre. Les sources décrivent l'endroit comme un village de vacances un peu suranné, quoi. Avec une piscine et tout. Ouais, piscine, un cours de tennis défraîchi et 3 repas assurés par jour. Pour ces 15 personnes, ça doit être une dissonance cognitive totale. Ah bah c'est sûr. On te place dans un décor de villégiature juste après une déportation forcée traumatisante à des milliers de kilomètres de chez toi. Comment un être humain peut digérer ça psychologiquement? Résultat de l'application très technique des traités internationaux. Le Vénus Village, il coche toutes les cases du cahier des charges. Genre, un toit, à manger. C'est ça. Abri, nourriture, sécurité physique immédiate. Donc pour les signataires de l'accord, la mission est accomplie. Sur le papier, tout va bien. Mais dans la tête des gens, c'est autre chose. Exactement. Pour les migrants, cet environnement crée un isolement psychologique énorme. Ils ont un confort matériel temporaire, oui, mais ils n'ont aucun repère, ni linguistique, ni culturel, ni social. Ils parlent espagnol dans un pays francophone et lingalaphone. Voilà. Ils sont coupés du monde extérieur. Ils sont dans une sorte de bulle stérile, en fait. Sauf que cette bulle, elle n'est pas faite pour durer. Le temps presse. À leur arrivée, on leur a donné un visa. Mais un visa de seulement une semaine. Et cette échéance fatidique, elle tombe précisément aujourd'hui, ce vendredi 24 avril. Donc aujourd'hui même, ils doivent faire un choix. Sur le papier, le choix a l'air simple. Soit ils déposent une demande d'asile formelle en RDC, soit ils optent pour un retour, soi-disant volontaire, vers leur pays d'origine, la Colombie, le Pérou, l'Équateur. C'est là qu'on voit le moment de bascule du fameux mécanisme de pays tiers sûr. En théorie juridique, on se dit, ces gens fuient des persécutions, donc ils vont sauter sur l'opportunité de demander l'asile dans ce nouveau pays qui offre la sécurité. Sauf que la pratique est bien différente. Bah oui, la pratique révèle la faille énorme de ce raisonnement. Prenons l'exemple de Hugo Palencia, qui est détaillé dans nos sources. C'est l'un des ressortissants colombiens de ce groupe. Il est au Venus Village en ce moment. Il a un lit, à manger, mais il refuse catégoriquement de sortir du complexe. Même pas pour aller dans la rue. Même pas un pas dehors. Il justifie ça par une peur viscérale. Il voit la grande pauvreté autour de lui, et de son point de vue, il estime que l'insécurité à Kinshasa est supérieure à celle de la Colombie. Et sa conclusion à lui est terrible. Elle est glaçante, ouais. Il a fui la Colombie à cause de menaces réelles pesant sur sa vie, mais il décide qu'il préfère y retourner. Il veut revoir son fils, ses parents, et il affirme aux journalistes avoir plus peur au Congo que face aux dangers qui l'ont poussé à s'exiler au départ. Ces témoignages, il illustre tellement bien la déconnexion entre la diplomatie de bureau et le terrain. Les mecs qui ont rédigé cet accord, ils définissent la sécurité comme l'absence de conflit armé ciblant directement l'individu. C'est très clinique comme approche. Ouais, mais la sécurité humaine, c'est multidimensionnel. C'est pouvoir lire ton environnement, comprendre la langue des gens dans la rue, anticiper les dangers sociaux. Et là, Hugo, il est transplanté dans un écosystème où il maîtrise aucun code. Donc forcément, le niveau d'anxiété que ça génère, ça dépasse la menace ciblée qu'il fuyait en Colombie. Mais du coup, ça soulève une vraie contradiction logique. Si un accord de pays tiers sûr provoque une telle terreur chez les migrants qu'ils préfèrent retourner vers les cartels ou les groupes armés qu'ils fuyaient, l'argument de la protection s'effondre complètement. C'est clair. Le système crée exactement les conditions de ce qu'il est censé empêcher, le retour vers le danger. L'administration américaine pourrait dire que ça prouve l'efficacité de leur politique de dissuasion. Certes, mais sur le plan de la protection du droit d'asile, c'est un échec flagrant, non? En fait, c'est très cynique. Du point de vue américain, le fait que Hugo choisisse le retour volontaire, techniquement, ça clôture le dossier. Sans qu'il soit accusé de l'avoir renvoyé à la mort. Exactement, parce qu'il n'y a pas de violation explicite du principe de non-refoulement. C'est pas Washington qui le met dans un avion pour Bogota. Ah, c'est une pirouette juridique. Une pirouette très habile. Les États-Unis l'envoient en RDC, qui est labellisé pays tiers sûr par le traité. Si Hugo décide tout seul de quitter ce pays sûr pour retourner en Colombie, la responsabilité légale de ce retour vers le danger n'incombe plus du tout aux États-Unis. C'est fou. C'est un transfert de responsabilité redoutablement efficace. Et ça nous amène à la partie la plus surréaliste de toute cette affaire. Comment Hugo et les autres se sont retrouvés dans cet avion pour l'Afrique au départ. Parce qu'ils n'étaient pas sans défense légale aux États-Unis, si on lit bien les rapports. Ah non, pas du tout. Hugo et une autre migrante du groupe, Paola, ils sont catégoriques. Au moment de leur détention en Louisiane, ils faisaient l'objet d'une décision de protection.
Une décision rendue par un juge américain. Le tribunal avait explicitement ordonné de suspendre leur expulsion. Et c'est là qu'on touche au cœur du dysfonctionnement, c'est la contradiction directe entre le pouvoir judiciaire et l'agence d'exécution. Moi, j'imagine ça comme un grand jeu de Jenga bureaucratique. Tu sais, la tour en bois. Ouais, je vois très bien. La pièce maîtresse à la base de la tour, c'est la décision du juge qui les protège. Quelqu'un retire cette pièce, la tour devrait s'effondrer. Mais là, la machine de l'expulsion continue de tourner comme si de rien n'était. Comme un train fou. C'est une bonne image. Le juge tire le frein d'urgence, le signal clignote. Mais l'agence d'immigration, la locomotive, elle continue d'avancer à pleine vitesse. L'avion décolle en ignorant les freins. Comment l'agence peut justifier d'ignorer un ordre direct d'un juge fédéral? En fait, le problème, il est structurel. Il réside dans l'architecture du système américain et les failles de communication. Aux États-Unis, les tribunaux de l'immigration y dépendent de l'Executive Office for Immigration Review. Ok. Et ça fait partie du département de la justice. En revanche, l'ICE, l'agence qui exécute physiquement les expulsions, elle dépend du département de la sécurité intérieure. Donc, deux ministères complètement différents. Voilà. Et lorsqu'un vol charter hyper coûteux est programmé, que les manifestes de vol sont signés, la machine opérationnelle est une inertie colossale. Attends, tu veux dire que le document du juge avec l'ordre d'arrêt, il se perd juste dans les limbes entre les deux ministères? Très souvent, oui. Ou alors c'est plus vicieux. L'IC exploite des ambiguïtés juridictionnelles dans les toutes dernières heures. Du genre? Genre, l'agence va dire que l'ordre du juge n'a pas été notifié selon les bons canaux spécifiques avant le décollage, ou que la compétence territoriale du juge ne s'appliquait plus à la seconde où le migrant a franchi la porte de la zone d'embarquement. C'est d'une mauvaise foi absolue. Oui, mais quelle que soit l'excuse utilisée, le résultat est le même. L'action physique, le décollage, précède et annule de fait le droit. Une fois que l'avion est dans l'espace aérien international, la décision du juge américain n'a plus aucun impact immédiat. Le fait accompli prime. Le fait accompli devient la nouvelle réalité juridique, tout simplement. Mais ce fait accompli, il crée une onde de choc diplomatique énorme. Parce que maintenant, pour reprendre l'image du train, il a déraillé à Kinshasa. Il faut ramasser les morceaux. Hugo veut rentrer en Colombie. Mais on ne prend pas un vol Kinshasa-Bogota comme on prendrait le métro. Ah bah non, surtout sans papier valide. Il faut des documents de voyage, des laissez-passer, une coordination complexe entre le gouvernement congolais, les consulats sud-américains, l'OIM. La situation a pris une telle ampleur que le plus haut niveau de l'État colombien a dû s'en mêler. Oui, le président colombien Andersen. Le président Gustavo Petro est monté au créneau. Il a déclaré publiquement vouloir que ses ressortissants rentrent le plus rapidement possible. C'est quand même incroyable qu'un chef d'État doive intervenir pour défaire ce qu'une agence américaine a fait en 24 heures. Mais l'intervention de Petro montre bien à quel point cette externalisation des frontières, ça crée des frictions diplomatiques qu'on n'avait pas anticipées. L'action unilatérale des États-Unis force un pays tiers, la Colombie, à gérer une crise consulaire sur un autre continent, en Afrique. C'est un sacré casse-tête. Et pour un président comme Petro, c'est une question de souveraineté. Il ne peut pas laisser ses citoyens bloqués dans un imbroglio juridique créé par Washington sans réagir. C'est aussi une question de politique intérieure pour lui. C'est clair. Si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, notre audience peut vraiment voir le portrait d'un nouveau paradigme mondial. On passe d'une gestion territoriale avec de vraies frontières à une gestion purement contractuelle et logistique. C'est le triomphe de la logistique sur le droit, ouais. Un juge aux États-Unis dit « vous êtes protégé ». Un agent sur le tarmac dit « le vol est affrété ». Et c'est le vol affrété qui gagne. La frontière, c'est plus un mur ou une rivière, c'est un réseau de contrats capable de te faire disparaître d'un continent pour te faire réapparaître sur un autre, juste parce qu'un papier a été signé la veille. Et ce premier vol vers l'RDC, faut bien comprendre que ça sert de test. C'est une jurisprudence opérationnelle pour eux. Un laboratoire, en gros. Exactement. Ils testent la résilience de ces accords face aux critiques internationales. Ils observent comment les pays d'origine, comme la Colombie, réagissent. Si ce modèle tient le coup, malgré les couacs, il est fort probable que les pays occidentaux cherchent à multiplier ce genre d'accords. La complexité administrative, en soi, ça devient l'arme de dissuasion. Ce qui nous amène à la situation actuelle de ces 15 personnes. Et ça, c'est un point fondamental. Les juristes appellent ça un vide légal absolu. Ce vendredi marque l'expiration de leur fameux visa d'une semaine. Le chronomètre est à 0. Voilà. Ils refusent de demander l'asile en RDC. Ils ont signé les papiers pour un retour volontaire. Mais on l'a dit, ce retour n'est pas immédiat. Les sources officielles précisent que ces démarches administratives, depuis l'Afrique vers l'Amérique du Sud, ça peut prendre plusieurs mois. Plusieurs mois. Dans un pays où ils n'ont désormais plus de statut légal actif,
puisqu'ils refusent l'asile et que leur visa expire. Et c'est là-dessus qu'on voulait amener ceux qui nous écoutent à réfléchir pour terminer ce décryptage. Imaginez ces mois d'attente invisibles, confinés au Vénus Village. C'est le fameux No Man's Land. Totalement. Ces migrants ne sont plus sous la juridiction des États-Unis. Ils ne sont pas reconnus comme réfugiés par la RDC. Leur pays d'origine travaille sur leur dossier. Mais bon, la bureaucratie avance à son rythme. Ils sont devenus des fantômes administratifs. Des fantômes, c'est le mot. Du coup, posez-vous la question. Si une urgence médicale grave survient demain matin, si un problème de sécurité éclate dans ce complexe hôtelier, vers qui ils se tournent? Qui porte la responsabilité légale, et même morale, de ces gens? C'est la question à 1 million de dollars. Le pays qui les a expulsés illégalement selon ses propres juges. Le pays qui les héberge temporairement, dans un hôtel. Ou le pays d'origine, qui n'a pas encore fourni les papiers. La nouvelle frontière de l'immigration, c'est plus un mur de béton. C'est ce vide, un trou noir bureaucratique absolu où des vies humaines restent indéfiniment suspendues, perdues entre 3 continents.